on n'est plus maintenant dans une histoire de transition écologique. On est dans un changement d'air. C'est autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possible. Sinon, on ne serait pas là, donc les uns et les autres. Mais on est sur une ligne de crête qui est quand même totalement différente. Alors, en matière scientifique, si vous voulez, sur le réchauffement, appelez-le dérèglement, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Disons que maintenant, il y a quand même beaucoup moins de climato-sceptiques qu'à une certaine époque où on lisait parfois des livres de façon extrêmement allègre. Donc maintenant, ça, c'est cette période-là, on va dire qu'elle est globalement passée. Mais donc sur le réchauffement, on va dire malheureusement c'est acquis. En revanche, les scientifiques sont encore ne se fouillent pas trop, sans jeu de mots, sur le régime des précipitations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va être. C'est-à-dire que les pluies de printemps, on a bien vu que cette année c'était quand même un peu faiblard. Donc tout ça, on ne le sait pas. Donc ce sera des années qui seront différentes les unes des autres. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est deux choses en matière de réchauffement climatique, et après Pierre Touzac nous rejoint, c'est que, les pays où il fait sec, il fera de plus en plus sec, les pays qui sont humides, ou les régions qui sont humides seront de plus en plus humides, et puis c'est la rapidité des phénomènes. Et ça, vous l'avez constaté, donc les uns et les autres. Donc l'incertitude est une valeur sûre, mais une fois de plus, il y a à la fois une certaine atténuation que l'on peut opérer, mais aussi donc l'adaptation. Et ça, de toute façon, on n'y coupera pas. Voilà. D'une façon générale, en ce qui concerne l'eau, comme beaucoup de choses, gérer la rareté, c'est possible. Gérer la pénurie, là, ça devient extrêmement compliqué. Et nos démocraties ne sont pas prêtes à ça, en tout cas aujourd'hui. Voilà. Pierre Touzac, donc, va nous rejoindre, s'il vous plaît. Venez, Pierre. Donc, de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, donc 26% donc, de ce territoire, puisque donc vous héritez, vous aussi, des gouttes d'eau qui tombent du mont Gerbier-de-Jonc. Eh ben oui, alors pas que, évidemment, bien sûr. Cette Loire est chargée donc de pleine d'histoires et d'eau diverses, chargée de planification auprès du directeur de la délégation du Centre Loire. Je vous en prie, donc, quelques données pour, voilà, prenez cela, quelques données concernant donc nos amis du Loir-et-Cher, avec le Loir, la Loire et le Cher, qui sont donc les trois traits donc, principaux, mais j'oublie pas donc tout le reste. Bonjour à toutes et à tous. L'idée, effectivement, c'était avant de commencer votre congrès, c'était finalement de vous présenter un petit peu les enjeux du département en matière d'eau. Et vous allez voir que tous ces enjeux, finalement, ne vont pas apparaître avec les impacts du changement climatique, mais vont être augmentés. Donc on va d'abord s'intéresser à l'état des eaux, c'est le sujet du jour, et ensuite on va basculer vers les enjeux que ça traduit dans votre département. Ce que Denis Chessou a dit, je vais le rappeler, votre département est traversé par 3 grands cours d'eau, avec leurs bassins versants. Vous avez au nord le bassin du Loire. En allant vers le sud, vous avez le bassin de la Loire, avec ses grands affluents, notamment la Cisse, le bassin du Beuvron, les plans d'eau aussi de la Sologne, qui font partie des surfaces en eau de notre département, non négligeables. Et au sud du département, encore plus au sud, vous avez le bassin du Cher, avec l'affluent la Solle. Ça fait globalement une centaine de cours d'eau, on va dire, et donc de nombreux plans d'eau dont j'ai parlé avec la Sologne. Et quand on regarde la qualité des cours d'eau, la centaine de cours d'eau du département, on s'aperçoit qu'en fait, un cours d'eau sur 6, j'allais dire seulement un cours d'eau sur 6, est en bonne qualité, ce qu'on appelle le bon état écologique. C'est les territoires, les secteurs que vous avez en vert sur la carte. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun secteur qui est préservé, aucun secteur qui est plus touché qu'un autre, et finalement, plus on va vers des couleurs chaudes, le jaune, puis le orange, puis le rouge, puis la situation est dégradée. Et en fait, ça s'explique par 2 composantes. La première, c'est les pressions. C'est un niveau de pollution qu'il peut avoir sur un territoire, c'est un niveau de prélèvement dans le cours d'eau qui fait qu'il y a moins d'eau dans le cours d'eau. Donc c'est la première composante. Et la deuxième composante qui explique la qualité, c'est la vulnérabilité du cours d'eau. Alors vulnérabilité soit qui est intrinsèque, soit qui est augmentée par des problèmes et par des prélèvements en eau, par exemple. Je vais prendre l'exemple tout simple d'une pollution. Plus le débit du cours d'eau sera faible, moins il pourra diluer une pollution. Dit autrement, la Loire, qui a un débit important, pourra accepter une pollution plus grande, finalement, qu'un petit cours d'eau, sur lequel une petite station d'épuration aura un plus gros impact que sur la Loire. Donc tous les territoires ne sont pas
soumis à la même pression et tous les territoires ne sont pas non plus vulnérables de la même manière. Et ça c'est ça qui impacte finalement la qualité des cours d'eau. Or, un cours d'eau qui est en bonne qualité, ça traduit finalement un cours d'eau qui fonctionne bien. Un cours d'eau et son bassin versant. Et un cours d'eau qui fonctionne bien nous rend des services et des services qui nous coûtent moins cher à nos collectivités, à nos agriculteurs, à nos industriels, que si on devait mettre en place des solutions, des investissements plus lourds. Je ne vais pas tout citer en exemple, je vous en citer deux. Il y a la question des inondations. Votre territoire, le département, a été impacté en 2016, notamment sur la Sauldre. Si on gère un cours d'eau et son bassin versant pour le rendre fonctionnel, pour qu'il y ait des zones humides, pour qu'en amont de l'agglomération, l'eau en cas de crue puisse venir sur ces secteurs en amont des agglomérations, alors parfois pour inonder des champs, mais aussi parfois pour inonder des forêts ou des zones humides, eh bien ça va permettre d'éviter ou de limiter en tout cas les inondations dans l'agglomération, et ça sera des coûts évités pour la collectivité. On peut même aller un petit peu plus loin, si on a des arbres en bord de cours d'eau, ces arbres mécaniquement, physiquement en fait, vont retenir un petit peu l'eau, en tout cas la ralentir, pour qu'elle arrive jusqu'au cours d'eau, vont retenir les particules en suspension, et ça va limiter l'ampleur et freiner un petit peu l'onde de crue. Et en plus, ces arbres en bord de cours d'eau, finalement, pour grandir, ils vont consommer l'azote, le phosphore, qui peuvent être générés, par exemple, par l'agriculture. Et finalement, les arbres en bord de cours d'eau, un cours d'eau qui fonctionne bien, va auto-épurer naturellement les pollutions et donc nous rendre un service. Deuxième exemple, c'est l'eau potable. Vous êtes un département dans lequel, par exemple, Blois, par exemple, Romorantin, sont alimentés en eau potable avec des prises d'eau dans les cours d'eau et pas en nappe. Eh bien, plus la qualité des cours d'eau est bonne, moins il y aura besoin de traiter cette eau pour la rendre potable, et moins la facture d'eau, au final, sera chère pour les habitants. Donc voilà, un cours d'eau en bonne qualité, c'est un cours d'eau qui fonctionne bien, il nous rend des services, donc on a tout intérêt à faire ce travail-là, au-delà des cours d'eau qui sont quand même censés être là pour assurer la vie aquatique. Il ne faut pas l'oublier non plus. Si on bascule maintenant vers les eaux souterraines, globalement, dans votre département, on peut considérer que c'est comme un empilement d'assiettes, différentes nappes qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et quand on regarde à l'échelle du département, il y a une grosse moitié des nappes qui sont considérées comme en bonne qualité. Donc inversement, une petite moitié qui est en mauvaise qualité. Et en plus, je ne sais pas si on la voit très bien à l'écran, là où Vendôme est caché maintenant et bleu un petit peu, vous avez la nappe de Beauce qui, en plus des problèmes de qualité, présente aussi une problématique de tension quantitative. Donc là, même problème, même réponse que sur la partie cours d'eau. Des nappes qui sont en bonne qualité, qui sont en bonne quantité, nous rendent des services à des coûts raisonnables. Je ne vais pas reprendre l'exemple de l'eau potable, pas de station de traitement, c'est des coûts évités. Mais de l'eau dans les nappes, en quantité et en qualité, c'est aussi de l'eau qui est disponible pour les activités économiques, agriculture, industrie. Et vu effectivement le changement climatique et les effets qu'il va avoir avec plus d'évaporation, moins d'eau qui va dans les nappes, et plus d'évaporation par les plantes, on sera content d'avoir de l'eau en quantité dans les nappes. On a vu globalement l'État. Maintenant, on va basculer sur les différents enjeux, un petit peu les données un petit peu thématiques qu'on a vu tout à l'heure. Le premier enjeu, c'est un enjeu, on va dire, de gestion équilibrée et raisonnée de la ressource en eau. De manière plus simple, c'est la gestion quantitative. Sur votre département, une centaine de cours d'eau, on estime qu'il y en a à peu près la moitié dont la qualité est dégradée parce qu'il y a des prélèvements, alors soit dans le cours d'eau directement, soit dans la nappe, juste à côté du cours d'eau, qui fait que même si on ne prélève pas dans le cours d'eau, on impacte finalement directement le débit du cours d'eau. Et je vous ai dit tout à l'heure, la nappe de Beauce qui est en tension quantitative. Alors par rapport à ce problème-là, il y a déjà des démarches qui sont enclenchées. Sur la nappe de Beauce, il y a une gestion collective des prélèvements pour l'irrigation qui est mise en place depuis plusieurs années. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un quota, un volume d'eau qui est attribué aux agriculteurs, qui doivent gérer collectivement, et ça permet de limiter les prélèvements dans la nappe et donc d'assurer un bon fonctionnement de la nappe. Il y a également des démarches plus globales qui sont mises en place, j'en parlais un petit peu après, pour voir globalement les problèmes, les solutions, les usages impactés. Il y en a une qui va être lancée d'ici la fin de l'année sur le bassin du Loir, la totalité du bassin du Loir, dans votre département et au-delà.
Et une étude qui va être également menée sur la totalité du bassin du Cher, depuis sa source jusqu'à la confluence avec la Loire, dont la Soldre, dont le Cher dans votre département. Et enfin, il y a un troisième type de démarche. Je vous laisse voir à l'écran. Oui, la couleur est pas. C'est ce qui est en fond, où on voit. Je ne sais pas si j'ai une. Non, je n'ai pas de quoi montrer. Ah, si, pardon. Oui, merci. Les territoires, vous avez marqué en bleu la Beuvron, la Soldre, la Cisse et la Brenne. Ce sont des contrats territoriaux. Donc, contrat territorial, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat qui est signé entre une structure, une collectivité, comme un syndicat de rivière, d'un côté, et de l'autre côté, les différents financeurs potentiels, agences de l'eau, régions. L'idée, c'est de faire un diagnostic du territoire, de regarder les problématiques, d'identifier des actions, définir un plan de financement pour savoir si ces actions seront financées, les programmer dans le temps, et ensuite de mettre en œuvre ces actions. Et bien, sur votre territoire, vous avez donc le contrat sur la Soldre, sur le Beuvron, sur la Cisse, en petite partie sur la Brenne, qui se sont emparés de ce sujet hydrologie, problème de tension quantitative, et qui commencent à l'aborder dans les contrats pour mettre en place des actions. Donc des actions sont enclenchées, une dynamique est enclenchée sur cette thématique, c'est relativement récent, ça date de 2-3 ans. Maintenant, l'enjeu, finalement, dans votre département, comme dans les autres, c'est d'arriver à engager collectivement des démarches. Collectivement, c'est-à-dire en ne mettant pas de côté un acteur ou un autre, c'est vraiment en mettant tous les acteurs autour de la table, évidemment, pour essayer de trouver des solutions, à la fois pour répondre aux besoins des milieux et pour répondre aux besoins des usagers. Alors, c'est ce que j'essaie de traduire dans les deux schémas qui sont en dessous. Vous avez une situation à gauche où finalement il n'y a plus assez d'eau pour que les poissons puissent avoir une vie normale, je dirais. Et du coup, ça va impacter aussi les usages qui ne pourront pas prélever autant qu'ils le souhaiteraient. Et l'idée, c'est de basculer vers une solution où, en gérant collectivement, en se mettant d'accord, en faisant des choix, parfois, des choix difficiles, on arrive à faire en sorte que et les milieux aquatiques et les usagers arrivent à avoir un fonctionnement qui leur permet de se développer. Et pour cela, il faut tenir compte, on en a parlé tout à l'heure, du changement climatique. Je répète, qui ne va pas créer de nouveaux problèmes, mais qui va juste les amplifier là où les problèmes existent déjà, et qui va augmenter la tache d'huile, j'allais dire. Il y a de plus en plus de territoires qui vont être impactés, notamment le vôtre. Donc ça, c'était le premier enjeu, c'est l'enjeu quantitatif. Maintenant, il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu d'assainissement et de pollution. On estime que sur votre département, sans cours d'eau, il y en a à peu près un quart pour lesquels il y a un problème de qualité qui est lié à de l'assainissement, à des pollutions des stations d'épuration. Ce sont les territoires que vous voyez en rouge sur la carte. Tous les petits cours d'eau que vous voyez en rouge, notamment on a beaucoup sur le bassin du Beuvron. Face à cet enjeu, l'Agence de l'eau, avec ses partenaires techniques, la DDT, le conseil départemental, a identifié ce qu'on appelle des systèmes d'assainissement prioritaires. Donc, ce sont des stations d'épuration, et tout le système qui est autour, qui sont jugées comme impactantes. C'est-à-dire que si on fait des travaux, on pense qu'on va améliorer de manière importante la qualité des cours d'eau. Et donc, l'Agence de l'eau accorde des aides bonifiées pour ces systèmes d'assainissement. Il y en a à peu près 24 sur votre département. L'enjeu sur cette thématique d'assainissement, vous êtes dans la salle, vous avez été maire, vous avez mis en place des actions, des travaux sur la station d'épuration. C'est vraiment une dynamique qui est bien engagée sur cette thématique-là. L'idée maintenant, c'est de finaliser, j'allais dire, sur les systèmes d'assainissement qui sont prioritaires parce qu'impactants. Et ensuite, c'est de passer de la gestion de la station d'épuration, on améliore le rendement de la station d'épuration, à penser globalement le système d'assainissement, avec à la fois la collecte des eaux usées, faire en sorte que toutes les eaux, toutes les habitations qui peuvent être reliées à la station d'épuration le soient bien, qu'il n'y ait pas de fuite et que tout arrive à la station d'épuration pour pas qu'il y ait finalement une petite pollution diffuse qui arrive au cours d'eau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et il y a eu un atelier ce matin, c'est la gestion des eaux pluviales. Donc c'est faire en sorte qu'en temps de pluie, il n'y ait pas toute l'eau, alors soit qui arrive, qui soit collectée, arrive de la station d'épuration face à un à-coup hydraulique qui finalement perturbe le fonctionnement de la station d'épuration, ou alors qui arrive finalement au cours d'eau un petit peu partout et potentiellement crée des inondations.
Donc par rapport à ça, il y a vraiment un enjeu. Alors je vous ai mis le petit schéma qui est la logique qu'on essaie de favoriser aujourd'hui. C'est de passer d'une logique actuelle qui est plutôt de concentrer finalement l'eau, de la récolter pour la mettre dans un tuyau et la rejeter à un moment dans le cours d'eau. Donc ça, c'est la situation plutôt actuelle. Et tendre vers une situation où on essaye que chaque goutte d'eau qui tombe soit infiltrée au plus près de là où elle tombe pour éviter d'avoir à mettre en place des infrastructures lourdes qui là aussi coûtent de l'argent et pour faire en sorte de recharger la nappe. Si on recharge la nappe, il y aura plus d'eau disponible ensuite. Pour répondre à cet enjeu sur l'assainissement, eh bien, il y a deux facteurs importants. La première, mais je ne vais pas vous l'apprendre, c'est votre capacité, collectivité, arriver à mobiliser les moyens humains, les moyens techniques et les moyens financiers pour mettre en œuvre les travaux nécessaires, avec l'appui des partenaires financiers. Et derrière ça, mais c'est plutôt quelque chose qui est bien avancé sur votre département, c'est d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure gestion patrimoniale des stations d'épuration, des réseaux d'assainissement. Deuxième enjeu, et on va peut-être pas trop en parler là, parce que je pense que c'est un sujet qui va être abordé dans la table ronde juste après, c'est la loi NOTRe 2015 qui a, on va dire, organisé la mise en place de la compétence assainissement pour transférer des communes vers les regroupements de collectivités, qui se fait plus ou moins rapidement, avec un risque un petit peu de désorganisation, et donc finalement de pas réaliser aujourd'hui des travaux qui pourraient être nécessaires. Alors l'idée de cette loi NOTRe, c'était justement de donner plus de moyens financiers aux collectivités pour mettre les actions nécessaires. Le tout, voilà, c'est vraiment de rentrer dans cette dynamique-là pour profiter et maintenir un potentiel de travaux sur votre territoire. Et enfin, très rapidement, il y a aussi la question des micropolluants, les substances dangereuses. L'objectif, c'est de commencer à enclencher une dynamique sur ce thème-là, à la fois pour mieux connaître les micropolluants, substances dangereuses qui sont rejetées par les stations d'épuration, par les industriels, pour ensuite commencer à enclencher des actions pour limiter les problèmes. On a vu la thématique quantitative, on a vu l'assainissement. Maintenant, on passe du côté pollution diffuse et alimentation en eau potable, parce que c'est quand même très lié. Sur votre département, on considère qu'il y a la moitié des cours d'eau, 50 sur 100 à peu près, qui présentent une qualité dégradée à cause des pollutions agricoles. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a à peu près la moitié des nappes souterraines qui ont une qualité dégradée. Et sur votre département, il y a 13, alors je vais appeler ça des secteurs, on appelle ça des unités de distribution, 13 unités de distribution qui en 2020 ont distribué une eau non conforme par rapport aux normes d'eau potable. Alors ça de manière avérée, ça de manière plus ponctuelle. Donc il y a vraiment un enjeu à agir sur cette thématique-là. Et par rapport à ça, sur la thématique des bassins versants, vous avez ce qui est en orange sur la carte, les traits orange, les secteurs hachurés orange. Donc ce sont les secteurs sur lesquels il y a aujourd'hui une démarche qui est enclenchée avec un contrat territorial, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre un porteur et des financeurs, pour définir des actions. Sur ces territoires-là, on en est là aujourd'hui, à définir des actions qui seront mises en œuvre dans les années à venir. Et sur la problématique eau potable, dans votre département, il y a 4 captages qui ont été identifiés comme prioritaires. C'est les territoires que vous voyez en bleu. Sur ces territoires, là aussi, des démarches sont engagées pour définir la vulnérabilité, un programme d'action, et dans les années à venir, des actions seront mises en place. Les enjeux, du coup, sur cette thématique-là, c'est vraiment une montée en puissance qui est nécessaire. On n'a pas assez d'actions mises en place par rapport aux enjeux du territoire, et avec les conséquences pour l'eau potable, dont on a parlé tout à l'heure. Et par rapport à ça, il va falloir collectivement être en capacité d'accompagner les agriculteurs dans ce qu'on appelle la transition agroécologique. Alors c'est un bien grand mot. C'est relativement simple en fait comme concept, c'est essayer de mettre en place des solutions qui vont permettre de limiter l'utilisation de fertilisants, l'utilisation de pesticides ou de limiter leur transfert vers la nappe, vers le cours d'eau. Donc les solutions, il y en a plusieurs. C'est choisir des cultures, choisir un enchaînement de cultures l'une derrière l'autre, c'est travailler différemment le sol, c'est mettre en place des haies, des systèmes qui permettent de limiter le transfert. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, et donc l'idée c'est vraiment d'accompagner les agriculteurs pour les aider à faire cette transition. Deuxième point qui est important derrière ça, c'est aussi notre capacité à arriver à développer des filières, donc des filières entre le producteur, l'agriculteur, et le consommateur, des filières qui permettent de valoriser à son juste prix les efforts qui ont été faits par les agriculteurs,
pour avoir des systèmes de production plus vertueux et qui respectent plus la qualité de l'eau. Après, il y a 2 sujets qui sont un cours d'eau, un eau potable. Pour les cours d'eau, aujourd'hui, ces dynamiques-là, ces programmes sont surtout pris en charge par des collectivités qui ont une compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Globalement, les syndicats de rivière. Et donc, elles ont déjà des travaux à mener sur les cours d'eau, sur les zones humides. Et l'enjeu sur cette thématique de pollution diffuse, c'est qu'elles arrivent à se mobiliser, en plus de milieux aquatiques, qu'elles arrivent à se mobiliser sur les problématiques de pollution diffuse. Pareil, moyen humain, moyen technique, moyen financier. D'autant que c'est une compétence qui est optionnelle à prendre dans la compétence GEMAPI. Et enfin, pour l'eau potable, on l'a vu tout à l'heure, il y a 13 secteurs qui présentent des risques avérés, des non-conformités avérées en 2020. Donc l'idée, c'est d'arriver à vous structurer pour faire en sorte de sécuriser l'alimentation en eau potable pour tous et de faire qu'ensemble, finalement, on arrive à être plus fort et de pouvoir pallier plus de situations que quand on est un petit peu chacun de son côté. Je pense que vous en reparlerez dans la table ronde suivante. Dernier enjeu, après quantitatif, assainissement, pollution diffuse eau potable. Le dernier enjeu, c'est la gestion des milieux aquatiques et des zones humides. C'est la compétence qu'on appelle GEMAPI, gestion, milieux aquatiques, prévention des inondations. Donc là, sur votre département, 2/3 des cours d'eau ont leur qualité qui est altérée parce que le fonctionnement des cours d'eau est dégradé. Alors il est altéré parce que les cours d'eau qui avaient des méandres ont pu être rectifiés, donc tracés tout droit, ont pu être creusés, ont pu être élargis, il y a pu avoir des obstacles, des barrages qui ont été mis sur les cours d'eau, et tout ça finalement, ça fait que ça dégrade le fonctionnement du cours d'eau. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un cours d'eau qui est moins fonctionnel, qui peut nous rendre moins de services par rapport aux inondations, par rapport aux situations d'étiage aussi. Parce qu'une zone humide en bord de cours d'eau va pouvoir jouer un rôle d'éponge, on va dire, en hiver, elle va agglomérer un petit peu et retenir l'eau pour la restituer en été et donc retarder peut-être un petit peu les étiages. Alors face à cet enjeu, il y a quand même, vous voyez que la quasi-totalité du territoire de votre département est couvert par des contrats territoriaux. Alors soit qui sont en cours d'action mise en œuvre, c'est les territoires où le fond est en vert, soit quand c'est assuré vert, c'est qu'on est en train de réaliser un programme d'action qui sera mis en œuvre ensuite. Mais il y a de nombreux territoires, je vois le Beuvron là, sur lesquels on est déjà deuxième, troisième génération de contrats, donc il y a déjà eu des actions qui ont été réalisées avant. Sur cette thématique, on voit que la dynamique est bien engagée. Maintenant, il y a eu des gros travaux lourds qui ont été faits pour dégrader le fonctionnement des cours d'eau. Donc l'enjeu, c'est d'arriver, pour les collectivités, à se mobiliser à hauteur des travaux qui seraient nécessaires. Toujours pareil, le triptyque, un moyen humain, moyen technique, moyen financier. Et pour ça, sans doute, j'en ai parlé tout à l'heure et il me semble que vous en parlerez en fin de journée, l'idée c'est d'arriver à ce que vous intégriez, est-ce que finalement les habitants aussi, on vous aide à faire comprendre aux habitants qu'avoir un cours d'eau qui fonctionne bien, c'est un cours d'eau qui peut rendre des services, eau potable, baignade, pêche, inondation. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup Pierre Touzac. Et c'est là que ça change, parce que c'est vrai qu'on a quand même une acculturation assez incroyable dans le domaine de l'eau, pas vous, donc, qui mettez donc les mains dans cette eau au quotidien, mais de la part de notre population, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont pris en charge, on va dire, une partie de leur alimentation, ils y font attention, une partie de leur énergie aussi. On voit bien que l'autoconsommation est en train d'arriver, des collectifs divers et variés. Sur l'eau, non. Sur l'eau, on n'y est pas encore. Alors justement, c'est en train de se faire, grâce à vous, donc élus, maires, et là vous y allez, bravo, parce que c'est vrai que c'est jamais un truc extrêmement valorisant, en fait. Ça ne se voit pas, voyez, et pourtant c'est fondamental. Le président du comité de bassin, donc de Loire-Bretagne, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, mouline ça à l'envi. Maintenant, il est écouté. Il vous dit, écoutez, c'est très gentil de parler de développement de votre territoire, ce que l'on comprend. Simplement, si vous n'avez pas une bonne qualité et une bonne quantité d'eau, ce que nous a très bien expliqué donc Pierre, votre développement, il ne se fera pas. Donc, on va revenir sur les fondamentaux, c'est effectivement sur le travail du sol, de bien comprendre qu'on a bien sûr besoin de technique, bien évidemment, on ne va pas la renier une seconde, mais qu'elle ne va pas être suffisante.
Et donc aujourd'hui, on a tellement fait contre la nature que l'on va faire avec. C'est une alliée qui est totalement précieuse, qui est indispensable. Donc, peut-être que dans la salle, il y a autant de sélectionneurs de l'équipe de France de football qui a un avis là-dessus, mais c'est vrai que sur le fonctionnement de ce qu'on appelle un écosystème, on est beaucoup plus faiblard. Pour autant, une fois de plus, je vous le disais, c'est possible de s'y mettre. Voilà. Et vous avez des atouts incroyables. D'abord, vous avez de nombreux contrats territoriaux, vous l'avez très bien dit dans le Loir-et-Cher. Je regardais là, ce cours d'eau, le Beuvron. Alors moi, hier, je faisais un reportage justement sur les castors. Donc c'est bien ça, le Beuvron, c'était la rivière des castors, le fameux beaver donc canadien, et qui est un allié aussi de la qualité de l'eau en faisant ses barrages, en faisant donc, il fabrique des zones humides, le cher castor. Et donc on ne le sait pas. Mais je veux dire, en fait, c'est un allié. De temps en temps, il vous bouffe un peuplier, on est d'accord. Bon, ok, quand on plante des peupliers, on n'est pas content. Mais au-delà de ça, donc c'est donc de la nature, c'est un animal qui fait aussi le travail à notre place en fabriquant des zones humides qui après donc vous retirent l'eau et en même temps les filtrer. Donc et ce truc-là est absolument passionnant. Merci beaucoup donc Pierre pour ces différents éléments.